Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Lépine et Alexis Angéli. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'univers fantastique de Prehistory Travel. Vous êtes bien sur Préhistorique, le podcast qui démêle l'histoire ou en tout cas les histoires de la préhistoire. Je suis comme à l'accoutumée accompagné de mes deux comparses. Mathilde, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Il fait beau en plus aujourd'hui. On a profité du beau temps pour se rejoindre. Évidemment, tu n'es pas toute seule. Jamais. Parce que tu es avec la fantastique Alexia. Alexia, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va très très bien. Je suis très content d'être là. Surtout que là, comme bien souvent quand on se retrouve, c'est pour se faire des moments assez denses avec plein de choses. Vous êtes arrivé avec plein de sujets. En tout cas, on va commencer à prendre les étapes les unes après les autres parce que déjà, on s'est réunis au sein de ce podcast pour parler d'un sujet bien particulier. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui a envie d'illustrer le sujet ou l'ouverture de ce sujet ? Oui, eh bien aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont vous avez certainement déjà entendu parler, de Cro-Magnon. Et en fait, sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que c'était une question qui revenait très souvent où on nous demandait de quelle espèce était Cro-Magnon. Et aujourd'hui, on vient vous répondre à justement, c'est qui ? C'est quoi Cro-Magnon ? Et ouais. Voilà. Ouais, alors moi, je vais envie de vous faire cette sempiternelle réponse que vous avez déjà entendue dans au moins 50% des podcasts qu'on a fait. Mais moi, la première fois que j'ai entendu parler de Cro-Magnon, c'était dans Il était une fois l'homme. Évidemment. Et pour moi, dans ma tête de petit garçon à l'époque, c'était vraiment, t'avais Cro-Magnon, puis après t'avais notre espèce. C'était vraiment genre un peu, si ce n'est notre grand frère, au moins notre papa ou notre arrière-grand-père. Et puis la manière, même si tu voyais les millions d'années défiler dans le compteur qui était très imagé à l'époque, pour moi voilà, c'était de quelques générations quoi, en fait. Voilà, t'as l'homme de Cro-Magnon, puis un jour t'as nous. Oui, pour moi c'était vraiment ça, hein. L'homme de Cro-Magnon, c'était une espèce préhistorique, d'homme préhistorique qui devait vivre au fond de ces grottes et qui devait manger énormément de viande. Enfin moi c'était un peu l'image que j'avais de Cro-Magnon, quoi. Il ne mangeait même quasiment que de la viande pour moi, parce que tu le voyais chasser, tu le voyais manger et faire peu de choses d'autres. Donc si il taillait un petit peu des outils et ça s'arrêtait là. De temps en temps, tu voyais les femelles Cro-Magnon qui faisaient un petit peu de cueillette, mais en fait, tu voyais surtout dans les dessins animés les mâles chassés. Mais d'ailleurs, je vous renvoie à nos podcasts précédents si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus là où en sont nos connaissances aujourd'hui. Alors, donc, tu as lancé le sujet et moi, la première question naturellement que j'ai envie de vous poser, et tu l'as posée, c'est quoi Cro-Magnon ? Alors, l'homme de Cro-Magnon, à l'origine, c'est un nom qui a été donné à un ensemble de fossiles qui ont été découverts en 1868 par Louis Lartet sur le site de l'abri Cro-Magnon aux Hésites de Taillac en Dordogne, en France. Et contrairement à ce que moi aussi je pensais au début, l'homme de Cro-Magnon, c'est pas du tout une espèce différente de la nôtre, c'est notre espèce Homo sapiens, et c'est juste un surnom qu'on leur a donné parce que ils ont été retrouvés dans ce fameux abri Cro-Magnon, et comme on n'est pas très originaux, nous les scientifiques, on les a appelés les hommes de Cro-Magnon. Hein, c'est pas été chercher très loin à chaque fois. Oui, et faut savoir que c'est un site que vous pouvez visiter et qui était d'ailleurs en vente il n'y a pas très longtemps. J'ai pas suivi. Oui, le site de l'abri de Cro-Magnon était en vente. C'était en vente 2 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, avec la grotte du sorcier. Ouais. Et ils cherchaient justement des repreneurs. Alors, nous, quand on l'a visité la dernière fois, c'était encore les anciens propriétaires. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux propriétaires. Et on peut aller voir l'abri. C'est un abri sur roche. Hein. Vous attendez pas un truc incroyable. Avant, il y avait un petit musée. Il y a un petit musée, oui. Ouais, voilà. Mais c'est fou ce que tu dis. On avait très envie de se l'acheter. On voulait se l'acheter, mais bon, on n'a pas gagné à l'euro-million. Mais je savais même pas qu'on pouvait vendre, en fait. Non, en fait, c'est logique ce que tu viens de dire. Une terre, c'est une terre. Donc, non, mais ok, très bien. Mais une fois de plus, j'apprends un truc extraordinaire. Et alors, bon, tu m'as dit donc ça a été mis en vente récemment. Mais si on reste sur l'histoire de la datation, est-ce qu'on sait à peu près, je suppose que vous allez me dire oui, mais de quand date Cro-Magnon ? En vrai, c'est pas si simple que ça, l'histoire de la datation de Cro-Magnon. J'adore notre émission parce que moi, des fois, je vous pose des questions alambiquées, vous me trouvez des réponses, mais ça reste toujours sur la même chose. C'est alors oui, mais non. En fait, il y a eu des tentations de datation, notamment par Hélène Valadas, sur 2 fragments de diaphyse. Donc, c'est la partie un peu centrale d'un osselon adulte.
Et quand elle a reçu les résultats, il n'y avait pas de résultats. Parce qu'en fait, il n'y avait plus de collagène. Donc, pas de collagène dans les os. On ne peut pas dater au carbone 14. On sait à peu près combien de temps le collagène, en général, met à disparaître. Je suppose que c'est suivant la préservation. Oui, ça dépend vraiment. Alors, c'est pas si rapide que ça, mais c'est pas non plus si long que ça. En fait, ça dépend vraiment de comment est conservé l'os, de l'environnement dans lequel il se trouve. On retrouve encore du collagène pour des squelettes bien plus anciens que ceux de Cro-Magnon, tout comme pour des périodes beaucoup plus récentes, on n'en trouve déjà plus. Donc ça va être vraiment au cas par cas. Oui, je suppose, parce que si je vous suis bien, on a dû certainement retrouver même dans des... là, on quitte la préhistoire, mais dans des os de dinosaures, ou sinon ça devient difficile de les... Alors, les os dinosaures... Vu les yeux que vous êtes en train de me faire... On ne peut pas dater au carbone 14 des os dinosaures. Voilà, c'est ça. Ah, mais, humour mis à part, je ne le savais pas. En fait, là, tu viens de m'apprendre un truc. En fait, le carbone 14, vraiment, la limite, c'est 50 000 ans. Ah oui, donc et on encore, est très, généralement, très loin à partir de des 45 000, on commence déjà à s'arrêter parce qu'entre 45 000 et 50 000 ans, les incertitudes augmentent tellement que c'est pas forcément plus fiable. Donc, les dinosaures qui remontent à au moins 66 millions d'années, c'est plus le carbone 14 qu'on utilise pour les dater. Alors, je pose une question qui sort complètement du cadre de notre histoire, mais on fait comment pour dater un dinosaure, alors ? Il y a plein de techniques de datation différentes qui existent. Ça va dépendre du contexte, dans quel sédiment on l'a retrouvé. Par exemple, les roches volcaniques, ça c'est génial. D'ailleurs, Lucie, sans parler des dinosaures, mais Lucie a été datée grâce aux roches volcaniques. Donc, mais vous inquiétez pas, sur notre site internet, il y a un article sur les méthodes de datation. Et en plus, aujourd'hui, on a enregistré une vidéo sur les méthodes de datation. Bon, là, comme on est dans un espace-temps un petit peu spécifique entre podcast et vidéo, le podcast devrait sortir avant que la vidéo sorte. Le plus simple, si jamais vous avez envie d'être certain et certaine de ne louper aucune des sorties de Prehistory Travel, c'est de vous inscrire tout simplement à la newsletter ou de nous suivre sur les réseaux sociaux, les classiques X, Mastodon. Ah non, pas encore Mastodon. On n'a pas encore Mastodon. On y vient. On va y Thread, Facebook, Instagram, LinkedIn. Voilà, on est partout. On est presque partout. En tout cas, on travaille à y être. Ok, alors très bien. Alors déjà, j'ai appris encore plein de choses. Mais on a pu dater, on a daté de manière indirecte, on va dire. Il y a quand même un mais. Tu vois, je te laisse pas sur... il n'y a pas de collagène et ça s'arrête là. Là, c'était dans l'autre sens. C'était le non, mais oui. Là, d'accord. On fait dans le... Et maintenant, on est sur le mais oui. Voilà. En fait, il y avait dedans des coquillages, des parures qui étaient assez bien conservées. Et du coup, ils les ont datés. Donc, on n'a pas daté directement les ossements, mais on a daté ce qui était dans la sépulture. Enfin, ce qu'on imagine qu'était une sépulture. Parce qu'en réalité, vu comment ça a été fouillé à l'époque, on peut pas trop savoir si c'était une sépulture ou pas. Ça a été fait tellement rapidement que... Un coup de dynamite. J'étais discrète. J'étais discrète. Ah non, on va pas cacher les choses. C'était une autre époque, donc on peut pas juger, voilà, avec notre regard maintenant de 2024, ce qui s'est passé en 1868. Mais ça a été en partie dynamité. Voilà. Mais pourquoi pas, effectivement, comme tu dis, c'est une méthode comme les autres. Bon, ok, alors donc on a daté, mais on l'a daté à combien alors ? Alors, il y a encore un mais. Non, mais oui, mais non. Attention. C'est un jeu de domino, ce podcast aujourd'hui. Alors, il faut savoir que dans cette parure, il y avait 300 littorines qui ont été déjà dispersées dans plein de musées de France, etc. Ça avait été fait à la demande du ministre de l'Instruction publique. Donc déjà, ça a été un peu éclaté partout. Et en plus, comme c'était souvent fait à l'époque, pour conserver, ils ont mis des vernis dessus pour mieux les conserver. Et ça peut rajeunir potentiellement la datation. Donc, il faut garder ça en tête. D'accord. Ah bah, je pensais même pas que tu allais me dire ça. Bon, encore un truc que j'apprends. Donc, si jamais tu vernis un os pour le protéger, en fait, ça risque de modifier l'éventuelle datation parce que ça rajoute du liquide à l'intérieur. Je pense que c'est plutôt une question qu'en fait, les résultats qu'on va avoir vont être faussés parce qu'on va avoir un autre signal au niveau des composants chimiques. En fait, on va avoir le signal du vernis qui va venir influencer du coup le vrai signal entre guillemets. Mais du coup, au final, il y a quand même une datation qui est proposée pour l'homme de Cro-Magnon. Généralement, c'est un âge conventionnel de 27 680 ans BP, donc avant présent, donc avant 1950, puisque oui, en préhistoire, le présent commence en 1950. D'accord. Mais la date de la coquille, elle, et non pas la date vraiment de l'intérieur de la coquille, la coquille, elle est plutôt datée autour de 28 220 ans BP aussi,
avant présent. D'accord, donc il y a une cohérence. Il y a une cohérence. L'intervalle de confiance est plutôt bon, 95%, c'est vraiment pas mauvais, c'est même plutôt très bien. Donc généralement, là, on retient que l'homme de Cro-Magnon il est daté aux alentours de 30 000 ans avant notre ère. En gros, si on veut donner une date facile à retenir. Oui, Mathilde vient d'additionner 27 680 plus 1950, comme ça, de tête. De tête. Moi, de toute façon, vous me bluffez toutes les deux, donc je ne dirai rien. Ok, bon, bah là maintenant j'en sais un petit peu plus là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'on parle toujours de Cro-Magnon ? Pourquoi on en revient toujours à... Parce que c'est vrai que chez nous, Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon, c'est vraiment... même de manière personnelle, c'est-à-dire que moi, quand on me parle de préhistoire, c'est un des premiers noms qui me vient. Bah, en fait, dès la découverte, les articles de journaux, et il y a eu pas mal de publications scientifiques. Rien qu'en 1868, j'en ai trouvé au moins 4, dont une de Jobert, de Mortier, d'Amy, et il y en a même une, je crois, qui est anonyme. Donc, pour eux, c'était vraiment extraordinaire parce que, bon, même si en 1868, on reconnaissait qu'il y avait, entre guillemets, une antiquité de l'homme, il y avait des hommes avant ce qui était dit dans la Genèse, etc., on n'avait pas obligatoirement énormément d'os et encore moins de ressemblant aux nôtres. Je vais pas encore spoiler si c'est la même espèce que nous ou pas, qui avait été retrouvée, quoi. Et puis là, ils sont dans un assez bon état quand même de conservation. Malgré la dynamite. Malgré la dynamite, les squelettes sont au final. Ça a surtout détruit la stratigraphie, ce qui du coup pose d'autres problèmes aussi, notamment du point de vue des données qu'on peut tirer. Mais les ossements en soi ont quand même survécu le coup de dynamite. Voilà, et c'est devenu un peu, du coup, Cro-Magnon, le synonyme de homme préhistorique dans la tête des gens, et c'est devenu quelque chose de référence. Il y en a même beaucoup qui pensent que Cro-Magnon, c'est le plus vieil... je vais dire la chose. Bon, je le dis. C'est la même espèce que nous. Cro-Magnon, c'est un homo sapiens comme nous. Et beaucoup pensent d'ailleurs que Cro-Magnon est le plus ancien homo sapiens d'Europe, même encore dans la tête des gens qui savent que Cro-Magnon, finalement, c'est nous, c'est notre espèce. Pour beaucoup, c'est le plus ancien d'Europe, ce qui n'est pas le cas. Même loin de là, si je me souviens bien de nos anciens podcasts. Loin, je sais pas, 10 000 ans, c'est long ou pas, ça dépend. Les plus anciens Homo sapiens en Europe, c'est environ 40 000 ans dans la grotte de Kent en Angleterre. On en a aussi dans la grotte del Cavallo en Italie. Et après, sinon, c'est 35 000 ans en Roumanie. Voilà. Mais par contre, en France, Cro-Magnon, c'est effectivement le plus vieil Homo sapiens qui a été retrouvé pour l'instant en France. Après, Europe, c'est 40 000. Et après, au niveau du monde, on est plutôt à 110 000 ans. Moi, c'est les chiffres, effectivement, dont je me souvenais, mais parce qu'on avait eu l'occasion d'en parler ensemble. Mais effectivement, là, on sort complètement du cadre français dont tu parlais là. Et là, toi, tu parlais du plus vieux d'Europe, si j'ai bien retenu ce que tu disais, ce qui n'est pas le cas. Oui. Ok, d'accord. Bon, bah, ça, c'est ok. Mais est-ce qu'il y a des particularités pour l'homme de Cro-Magnon du fait que pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Alors il y a une particularité sur un des crânes qui fait que vous allez pouvoir vous la raconter un petit peu si vous croisez ce crâne dans un livre ou dans un musée. Il est très facilement reconnaissable, c'est le crâne de Cro-Magnon 1. En fait, déjà on voit qu'il avait plus toutes ses dents et qu'il était un petit peu édenté. D'ailleurs il est surnommé le vieillard de Cro-Magnon, ce n'est pas pour rien. Et il a une déformation au niveau du front. Alors c'est une petite crevasse un peu ronde, mais vraiment qui est sur l'os frontal. Et ça, c'est vraiment spécifique. Donc vous pouvez très facilement, si vous voyez ça, dire « Ah, je connais, ça c'est le fossile Cro-Magnon 1 et brille en société. » Vous penserez à nous comme ça. Vous penserez à nous. Mais alors, parce que là tu me dis il avait pas toutes ses dents, mais il avait vraiment pas toutes ses dents de son vivant, parce que comment est-ce qu'on sait qu'il les avait perdues avant ? Ça se voit au niveau des mandibules, si la perte est ante ou post-mortem. D'accord, c'est génial. Si le trou s'est refermé en fait. Oui, en fait, s'il y a une cicatrisation en fait, au niveau des tissus, on sait que du coup c'était avant la mort de l'individu. Tout comme on peut savoir si des fractures ont été réalisées avant la mort de l'individu ou si elles ont provoqué la mort de l'individu a priori ou si c'était après la mort de l'individu. Ça me fait penser d'ailleurs à un crâne sur le site de fouille des Mastrets qui est à Noisy-le-Grand. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de partir loin pour avoir des sites historiques, parce que là on est sur du médiéval, donc on est sur un site historique. Et il y a un crâne qui a été découvert là-bas. Il s'est pris 2 coups d'épée, mais vraiment un coup d'épée sur la partie, je crois que c'était la partie droite de la tête, et un plus au-dessus. Et en fait, tu vois que ce coup d'épée a été fait et qu'il n'est pas mort, en tout cas pas tout de suite, et il a vécu au moins 3 mois parce qu'il y a eu une réossification derrière, alors que le mec, il a un trou énorme dans le crâne. Enfin bref, une pensée du coup pour une pensée du crâne, pas du coup. Oui, pardon, je me trompe d'endroit. C'est comme pour les trépanations. On sait qu'il faisait des trépanations qui étaient réussies parce qu'on a vu effectivement, comme l'a dit Alexia, des traces de calcification osseuse
Donc on savait que notamment il y a un crâne qui est stocké au musée de l'homme où vraiment on ne sait pas comment il tient, il y a 3 bouts d'os qui restent, elle a eu 3 trépanations. Il faut juste que tu rappelles à nos auditeurs auditrices ce que c'est qu'une trépanation. Une trépanation, c'est quand on fait un trou dans la tête pour soigner normalement. Je ne sais pas qui a eu l'idée en premier de faire ça, mais... je crois qu'il y a toujours aujourd'hui certaines personnes qui pensent réellement que ça fonctionne. Hein, donc, c'est pas... Ah mais la trépanation, ça fonctionne dans certains cas médicaux, c'est indiqué. Quand il y a par exemple trop de pression en fait au mais là, d'accord, on sort même du cadre. Oui, là, effectivement, oui, dans certains cas de figure, ça peut même être vital en fait. Ça sauve même. Mais dès la préhistoire... on avait des traces de trépanation qui étaient réussies. Ouais, là, je faisais plus référence aux gens qui voulaient ouvrir leur troisième œil avec un trou au milieu du front. Voilà. Parlez-en à votre médecin comme au cas où avant. On ne le conseille pas en tout cas. Voilà, ce n'est pas un conseil qu'on vous donne là directement. Je pense qu'il y a d'autres méthodes après pour s'éveiller. Ok, donc là, on a donc cette particularité. Là, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est est-ce que Cro-Magnon, non, mais en fait, tu l'as dit, ça c'est pareil. Et en fait, tu nous as dit, c'est la même espèce. Donc, on est Homo sapiens. Et puis, petit clin d'œil à nos podcasts précédents, on rappelle que nous ne sommes pas Homo sapiens sapiens, on est bien des Homo sapiens. Tu veux peut-être répéter pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on a perdu notre deuxième sapiens? Oui, on peut le répéter, hein, on ne le dit jamais trop, parce que c'est encore une appellation qu'on entend beaucoup, et même des fois qu'on voit dans certains musées qui n'ont pas obligatoirement mis leurs étiquettes à jour. En fait, Homo sapiens sapiens, c'est une ancienne appellation quand on pensait qu'il y avait 2 sous-espèces d'une même espèce. Il y avait d'une part Homo sapiens sapiens, qui correspondait à nous, et Homo sapiens neanderthalensis. Les avancées scientifiques, notamment en génétique, sont venues clore le débat en nous disant non, Néandertal, c'est vraiment une autre espèce humaine, et donc maintenant on a Homo neanderthalensis et Homo sapiens. Il n'y a plus de logique d'avoir Homo sapiens sapiens, il n'y a plus de sous-espèces, il n'y a que Homo sapiens, et il n'y a pas d'autres espèces ou de sous-espèces à l'intérieur de ce taxon. Tout simplement. Bon, ça clôt le débat. D'ailleurs, quand est-ce que notre espèce a été nommée? Alors, en 1758, par Linné, dans son Systema Naturae. C'était la 10e édition, je crois, de son ouvrage. Et c'est la première fois où on voit le nom Homo sapiens pour nous désigner. D'accord. Tu sais à partir de quoi il l'a composé, en fait, son nom, s'il a fait un choix par rapport à... Alors, Homo, ça veut dire homme en latin, et homme, humain, effectivement, et sapiens, ça veut dire sage. Donc, homme sage, parce que forcément, nous sommes des hommes sages. Je pense que ça n'allait pas forcément chercher. Ça n'avait échappé à personne. Après, il faudrait aller lui demander, mais je pense que ça vient en partie de ça. Oui, il y a une histoire d'ailleurs qui est très mignonne par rapport à ça. C'est que dans son Systema Naturae, il prend le temps de décrire plein d'espèces, de dire voilà, cette espèce, elle est comme ça. Et puis juste à côté, nous, de notre espèce, on s'attend, on se dit tiens, on va avoir un super paragraphe sur ce que nous, on est et qui on est. Ah non, il a juste mis une petite citation latine. Je vais pas m'y risquer, j'ai pas fait de latin. Je sais pas si Mathilde se sent... Nofquete ipsum. Nofquete ipsum, qui on peut traduire par connais-toi toi-même. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Tout le dictionnaire, tu vois ça, connais-toi toi-même. Ah, super. Ah d'accord, c'est donc ça. Ok, très bien. J'ai une blague de Mafalda comme ça, où il y a, je sais plus si c'est Mafalda ou Felipe qui regarde un bouquin qui est connais-toi toi-même, et ils disent il n'y a même pas un miroir, donc c'est que ce bouquin, ça me fait rire. Voilà. Et puisqu'on est sur notre espèce, c'est quoi les caractéristiques de notre espèce? C'est une question qui est difficile. C'est vrai qu'on dirait pas forcément comme ça. C'est pour ça que c'est moi qui vous la pose et que je vous laisse vous répondre. Si je ne bouille pas. Homo sapiens, en paléanthropologie, c'est la seule espèce qui n'a pas de diagnose officielle. Donc la diagnose, c'est la liste des caractères qui permet de dire ce fossile appartient à cette espèce, etc. Et nous, on est la seule où on n'a pas de diagnose. Probablement parce que Linné, à son époque, n'a pas osé dire c'est cet individu Homo sapiens qui est celui qui représente l'espèce. Genre l'Homo sapiens classique. Enfin, on peut voir, on peut imaginer tous les problèmes que ça engendre. Si on le faisait aujourd'hui, ça n'a toujours été pas fait. À mon avis, ça ne sera jamais fait parce que voilà, les problèmes seraient infinis. Mais du coup, en fait, notre espèce est surtout définie en comparaison avec les autres. Surtout beaucoup de Néandertal. Néandertal a ça, nous on n'a pas ça, du coup on compare comme ça. Mais si vous voulez un petit truc qui fonctionne à tous les coups, notre espèce, c'est la seule espèce à avoir un menton. D'accord, il n'y a pas d'autres espèces qui ont des mentons? Non, ce n'est que la nôtre au niveau de la symphyse de la mandibule. On a cette petite protubérance qu'on appelle menton osseux. Et nous sommes les seuls.
D'accord. Si jamais un jour vous tombez sur une mandibule, s'il y a un menton, c'est forcément. Il y a aucun autre singe qui c'est quoi? C'est un menton plus plat? Il n'y a pas de menton, c'est tout droit en fait. Là où les deux mandibules, parce que la mandibule normalement elle fusionne, c'est pas un seul bloc. Et bien nous on est la seule espèce où ça forme une petite protubérance, alors que pour les autres c'est tout droit, les autres espèces. Ou ça part en arrière, ça peut être aussi projeté en arrière. On a des espèces, d'ailleurs, ça c'est des caractéristiques qui sont étudiées quand on a juste des mandibules. Il y a même une espèce d'ailleurs qui est décrite à partir uniquement d'une mandibule, l'espèce Homo heidelbergensis, l'holotype, donc le fossile de référence pour décrire cette espèce, c'est une mandibule, qui est la mandibule de Maurer. Et effectivement, on va dire la symphyse est plus ou moins fuyante vers l'arrière, et ça peut être des caractéristiques pour différentes espèces, okay. Pour définir différentes espèces. D'accord. Wow, c'est génial. Donc, ok, on est les seuls à avoir un menton. Ok. Et puis, on est une des rares espèces. De toute façon, je crois la dernière vivante encore aujourd'hui, avoir un pouce préhensible à la main, mais pas au pied. Oui, mais après ça, parmi les hominines, c'était pas les autres espèces d'hominines, c'était pas. C'est pour ça que je précisais vraiment. Oui, actuellement, oui. Ouais, c'est ça. On est vraiment les seuls. Oui, alors qu'on entend souvent que notre pouce opposable est la preuve qu'on est classé chez les primates et plus particulièrement chez les singes. Mais en réalité, c'est pas un caractère discriminant dans ce sens-là, parce que effectivement, la majorité des primates, peut-être pas la majorité d'ailleurs, beaucoup l'ont à la main, mais tous l'ont au pied. Et nous, c'est l'inverse en fait. On ne l'a pas au pied. Du fait de notre bipédie, c'est un caractère qui est dérivé plutôt chez certaines espèces humaines. Est-ce qu'il y a eu d'autres espèces proches de la nôtre physiquement qui n'aient pas été notre espèce ? Oui, on peut prendre l'exemple en 2017 dans la célèbre revue Nature, avec comme premier auteur d'ailleurs Jean-Jacques Hublin, qui a la chaire de paléanthropologie actuellement, a été publié des fossiles qui ont été retrouvés au Maroc, à Djebel Irhoud, qui sont datés à moins 315 000 ans. Et si vous lisez cet article, c'est saisissant la manière dont ils évitent de dire que c'est un Homo sapiens. Ils disent, voilà, il y a beaucoup de choses qui le rapprochent, qui rapprochent ces fossiles d'Homo sapiens. Ça appartient au clade Homo sapiens, donc on imagine plutôt des fossiles, se rapprochant de l'espèce plutôt que de l'espèce. Maintenant, très régulièrement, on retrouve dans les magazines de vulgarisation, etc., des appellations qui disent que ces fossiles-là font partie de notre espèce Homo sapiens. Une des choses qui fait qu'elle est discutée pour l'appartenance à notre espèce, c'est qu'il y a une mandibule qui a été retrouvée, la mandibule 11, qui a l'air d'ailleurs de très bien s'accorder avec le crâne numéro 2 de Djebel Irhoud. Donc, on les a pas remis ensemble, mais on pense qu'ils sont ensemble. Mais en tout cas, cette mandibule, elle ne présente pas de... Est-ce que vous avez suivi ? De menton. Voilà. Est-ce que vous avez joué avec nous? J'espère qu'ils ont joué avec nous. Est-ce que vous aussi, vous avez eu la goutte de sueur comme thème DJC? Mais c'est ça, elle a pas de menton. En fait, bon, si on regarde, on pourrait éventuellement se dire, bon, elle est un petit peu avancée, il y a peut-être un début de protubérance, on l'a regardé encore tout à l'heure. Mais les deux mandibules étaient bien fusionnées? Oui, oui, c'est fusionné. C'est juste que la protubérance, c'est pas assez forte pour qu'on puisse vraiment appeler ça un menton osseux. D'accord. Oui, je ne sais pas s'il faut le répéter, parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais on expliquait effectivement que la partie basse du crâne était composée de deux mandibules et que chez nous, elles étaient complètement fusionnées. Elles sont fusionnées, oui. Et que ce n'est pas forcément le cas d'autres singes qui parfois ont toujours cette séparation osseuse, c'est ça? Même si les singes, c'est fusionné. D'accord, mais partout. Il n'y a pas de... Il y a des primates, je crois, Pardon, primates. Oh là, je n'ai pas utilisé les bons termes, mais oui, pardon. Autant pour moi. Oui, je pensais effectivement... En plus, le pire, c'est qu'il y a des petits primates qu'on appelle petits singes qui ne sont pas des singes. Et c'est très compliqué pour moi. Les lémuriens, par exemple. Mais tu rigoles, mais quand j'étais gamin, moi, le lémurien m'a toujours dit que c'était un singe. On t'a menti toute ton enfance. Même pour nous, c'est encore compliqué. Ne vous inquiétez pas si parfois vous êêtes un peu perdu. Même pour nous, parfois, on se pose des questions par rapport à tout ça et à toutes les branches, à tous les emboîtements. C'est pas toujours facile de ne pas s'y perdre. Oui. C'est souvent qu'on va revérifier aussi des choses. Là, par exemple, quand les mandibules se sont fusionnées définitivement, c'est une bonne question et je voudrais pas vous dire de bêtises. Voilà, j'ai un doute sur les primates, mais à vérifier parce que c'est pas des choses que j'utilise tous les jours et auxquelles je pense tous les jours et donc voilà, à vérifier. D'accord. En tout cas, il est certain que chez Homo sapiens, les deux mandibules sont fusionnées en un seul bloc et que en plus on a cette particularité, vous le disiez tout à l'heure, que nous avons notre menton, ce qui n'est a priori pas le cas chez
l'espèce dont tu parlais tout à l'heure. J'ai déjà oublié son nom. Homo heidelbergensis. Merci. Même Néandertal, enfin toutes les autres espèces. Oui, toutes les autres espèces, oui. On n'est pas obligé de partir aussi loin. Mais heidelbergensis, c'était juste l'exemple que je donnais parce que c'est une espèce qui est décrite à partir d'une mandibule et je trouvais que c'était un joli clin d'œil, mais ça c'est personnel. Ouais, non, mais pour le coup, je te rejoins complètement. Alors, de quand datent les plus anciens fossiles de notre espèce, avec tous nos caractères modernes ou presque? Alors là, faut sortir d'Europe. Tout à l'heure, on parlait des plus anciens Homo sapiens d'Europe. Il faut partir en Éthiopie, sur le site d'Homo Kibish, où on a deux individus, Homo 1, qui est daté autour de 110 000 ans avant notre ère, et Homo 2, qui est daté autour de 150 000 ans avant notre ère initialement. Mais des redatations sont en cours, ou elles ont déjà été effectuées, parce que maintenant, c'est plutôt la date de 200 000 ans qui serait avancée. D'accord, 200 000 ans. 200 000 ans. On sait que notre espèce est déjà apparue. Oui, non, d'accord, mais ça, c'est, enfin, là, pour le coup, on disait tout à l'heure, c'est plus ou moins long. Tu me disais 10 000 ans. Là, si on est sur 100 000 ans, ça change. C'est un petit peu plus long, oui. Effectivement. Et donc, ces deux individus où vraiment, ils ont pratiquement tous les caractères dérivés d'Homo sapiens. Ils sont peut-être encore un petit peu plus robustes que ce qu'on verra par la suite, parce que nous, notre espèce actuellement, on a quand même une certaine gracilité au niveau du crâne, surtout en comparaison des autres espèces d'hominines. Mais voilà, ils ont quand même des caractères très modernes, dont le fameux menton. D'accord. Donc, il y a potentiellement 200 000 ans, on avait déjà notre menton. Oui, mais il y a quand même une forte variabilité parce qu'il y avait quand même un des deux individus, alors je ne sais plus lequel, c'est peut-être Homo 2, qui lui a des caractères qui sont un petit peu plus archaïques encore. Donc on voit que les caractères dérivés propres à notre espèce ne sont pas encore complètement fixés à ce moment-là au sein des populations. On a encore une grande variabilité des caractères. D'accord. On en revient à la question qu'on posait dans le podcast les espèces n'existent pas. La difficulté en fait à mettre des curseurs comme s'il y avait des parois étanches, mais sur une évolution qui elle se fait tous les jours au quotidien, j'ai envie de dire. Donc de dire bon bah là ok on arrête et on décide que notre espèce commence là et que l'espèce d'avant s'arrête là. Ça peut être compliqué, d'autant plus quand effectivement on n'a pas d'holotype et on n'a pas de diagnose, pas de description de notre espèce, bah, ça complique d'autant plus à savoir qu'est-ce qu'on inclut ou qu'est-ce qu'on n'inclut pas. Et alors, question totalement naïve, mais est-ce que certains dimorphismes sexuels pourraient changer en fonction aussi de l'évolution? Quelque chose qui n'appartiendrait par exemple qu'à un genre, qui au fur et à mesure, on le verrait apparaître dans les deux genres? C'est des choses qu'on a déjà vues, ça, par exemple? Oui, c'est difficile d'estimer le dimorphisme sexuel parce que nous, actuellement, on a peu de dimorphisme sexuel dans notre espèce, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 200 000 ans, par exemple, ce n'était pas le cas. Je posais la question naïvement parce que tu parlais du menton qui n'était pas encore fixé, mais je disais, tiens, est-ce qu'il y en a un, ça pourrait pas être le mâle, l'autre la femelle, enfin je dis n'importe quoi, hein, mais vraiment Alors le menton, on est plutôt d'accord pour dire que c'était à la fois les mâles et les femelles Homo sapiens, mais c'est surtout au niveau de la robustesse des caractères où parfois on se posait la question de savoir est-ce que ce sont les mâles qui sont plus robustes par rapport aux femelles, mais ça va vraiment dépendre des populations. Vous allez avoir des populations où ça va être le cas, vous allez avoir des populations où au contraire, et ça a déjà été montré, ce sont les femmes qui sont par exemple plus grandes que les hommes ou qui ont certains caractères particuliers. Donc la question du dimorphisme, c'est vraiment compliqué, c'est d'ailleurs une des grandes questions en paléanthropologie, à quel point est-ce que c'est du dimorphisme sexuel, de la variabilité au sein d'une même espèce ou de la variabilité entre espèces. Et ça, c'est des questions qui ne sont pas encore totalement résolues et plus on remonte dans des espèces dominines anciennes, plus ça pose question puisqu'on voit très bien parmi les primates aujourd'hui, prenons l'exemple du gorille, il y a un dimorphisme sexuel qui est extrêmement fort. Oui, on ne peut pas se gourer entre les deux espèces. Oui. Maintenant, on sait parce qu'on a retrouvé, les gorilles existent encore aujourd'hui, on a retrouvé énormément de fossiles, mais quand vous avez que quelques fossiles d'Australopithèque qui sont retrouvés, qui présentent a priori une grande variabilité, est-ce que c'est vraiment deux espèces différentes? Est-ce que c'est une même espèce et juste un dimorphisme? Quand on a peu de fossiles, c'est difficile en fait de faire la part des choses. Oui, pour rappeler à nos auditeurs et auditrices le principe, c'est que quand on trouve un ossement, on fait avec la matière qui est là. Donc si, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un géant meurt à côté d'un nain qui meurt également et qu'on retrouve ces deux ossements des siècles et des siècles et des siècles après, est-ce que il s'agissait d'un mâle ou d'une femelle ou pas? Est-ce que c'était lié à un dimorphisme sexuel? Est-ce que c'était deux espèces différentes? C'est très compliqué effectivement de contextualiser tout ça. Oui, une pensée pour les fossiles de Dmanisi. Oui, avec excellent exemple. Excellent exemple. Homo georgicus. Homo georgicus, donc on a ces 5 crânes, si je dis pas de bêtises, qui ont été retrouvés dans la même couche sédimentaire, exactement au même endroit. Et si vous regardez ces 5 crânes, ils sont totalement différents les uns des autres.
Alors, il y en a beaucoup quand ils font des études phylogénétiques qui ont l'air de dire qu'il y a pour eux 2 espèces. Donc, il y aurait 2 espèces qui auraient cohabité au même endroit. Et qui seraient morts au même endroit. Et qui seraient mortes au même endroit. Ça soulève aussi des questions. Dans les 2 cas, ça soulève des questions. Oui, énormes. beaucoup de questions. Ouais. C'est, est-ce que s'il y avait beaucoup de variabilité, en fait, finalement, il n'y avait qu'une espèce, mais avec une variabilité énorme. Est-ce qu'il y avait des mâles et des femelles à cet endroit-là, ou alors est-ce que c'était que des mâles mais avec une variabilité énorme, ou que des femelles avec une variabilité énorme? Enfin, c'est vraiment, ça soulève énormément de questions, ces fossiles de Manici. Et en plus, pour en rajouter, ce sont, à date d'aujourd'hui, les plus anciens fossiles que nous avons hors Afrique du genre Homo, qui sont datés à 1,8 million d'années. D'accord. Waouh, mais une fois de plus, cet épisode était riche de beaucoup de choses. J'ai une réponse pour la mandibule sinon. Ah oui, j'ai cherché. Donc, mais tout ça en direct. Tout ça en direct. Donc je vous ai pas dit de bêtises. Et effectivement, chez les primates, non. C'est vraiment les singes, donc les simiiformes, qui ont ces 2 hémimandibules qui sont totalement fusionnées. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une homoplasie. Parce qu'il y a d'autres mammifères, parmi les mammifères, c'est une homoplasie, parce qu'il y a d'autres mammifères qui ont cette fusion de la mandibule. C'est pas uniquement les singes qui l'ont, mais c'est une apomorphie des singes au sein des primates. C'est-à-dire que tous les primates ne l'ont pas. Et en fait, je le rappelle, l'avantage de cette fusion de la mandibule, c'est d'avoir une force masticatoire qui est plus importante. Donc c'est pour ça que les mammifères qui ont cette symphyse mandibulaire qui est fusionnée, ils ont une plus grande force masticatrice. Et les primates, comme les petits primates qui sont plutôt insectivores, ils n'ont pas besoin d'avoir une très grande force masticatrice. Et du coup, il n'y a pas cette fusion de la mandibule. Je vous invite à réécouter tout ce qu'on a pu exprimer déjà au niveau de l'évolution. Puis il y a aussi pas mal de vidéos et d'écrits là-dessus sur le site. J'en profite, tu parlais tout à l'heure, Alexia, des sources, mais je rappelle qu'au sein du podcast, toutes les sources sont indiquées dans la description du podcast et au sein du chapitrage, parce que oui, mesdames et messieurs, nos podcasts sont chapitrés. Si jamais vous voulez réécouter une question particulière, il suffit de faire ou d'aller dans la liste des chapitres en question, ou de faire avancer, reculer, tout ça est bien indiqué. Je crois même savoir qu'ils ont rajouté ça également sur Spotify maintenant. Donc si vous nous écoutez sur Spotify, normalement le chapitrage doit être actif également. En tout cas, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus simple pour tout le monde. Qui nous rappelle où est-ce qu'on peut nous retrouver? On peut nous retrouver presque partout, comme on le disait tout à l'heure. Donc, Instagram, Facebook, X, Thread, LinkedIn. On a même un serveur Discord. Donc, vous pouvez nous écrire. Ouais, venez discuter directement avec nous si vous avez des questions, même pendant que vous êtes en train d'écouter un podcast. N'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure sur notre serveur Discord. On accueille tout le monde. On sera ravis de vous accueillir, tout simplement. Vous pouvez nous écrire à silex@prehistorytravel.com si vous souhaitez avoir notamment le lien, ou sur n'importe lequel de nos réseaux sociaux. On est aussi très présente sur TikTok, où on fait régulièrement des lives qui nous permet aussi d'interagir directement avec tout le monde. Et on se déplace. Là, il y a encore 2 semaines, je crois que c'était à peu près il y a 2 semaines, je suis intervenue lors de l'anniversaire d'une petite fille qui rêve d'être archéologue. C'est génial ça. Ouais, c'était très chouette. C'était vraiment très chouette. Elle était toute contente et tout. Il y avait une petite chasse au trésor qui avait été organisée. Enfin bref, c'était un bon moment. Donc voilà, il y a moyen aussi qu'on vienne vous voir physiquement si vous avez envie de nous voir. Voilà, donc tout ça est à retrouver sur prehistorytravel.com. Mathilde, Alexia, un énorme merci une fois de plus pour vos lumières. Moi, une fois de plus, je suis reparti avec plein de trucs. J'en profite pour vous faire un retour rapide sur les derniers retours qu'on a de nos auditeurs et auditrices. Continuez, nous dit-on. Donc, écoutez, ça tombe bien parce que c'est notre choix. On a envie de rester avec vous. De temps en temps, vous nous demandez ce que vous pouvez faire si jamais vous avez envie de partager. Vous avez déjà la réponse. Il suffit de partager le podcast. Il suffit de nous mettre des jolies étoiles si jamais vous avez envie. Ça sert énormément. Tout fonctionne aujourd'hui par algorithme. Donc, une étoile et un partage, ça joue beaucoup. Mesdames, merci. Et je vous dis du coup à très bientôt pour un nouvel épisode de Préhistorique Travel. A priori, préhistorique dès le mois prochain. De toute façon, on se retrouve tous les mois. Et oui, dès le mois prochain. Dès le mois prochain, on est là. C'est fantastique.
écoutez MDJC Creations. Prehistorytravel.com, un podcast du label Podcut.